Un jour, alors qu'elle étudiait à la bibliothèque, Shen Yao reçoit un appel. Dès qu'elle décroche, un homme à l'autre bout du fil l'avertit que quelqu'un vient pour elle. Soudain, 4 hommes en costume l'encerclent, et il est clair qu'ils ne sont pas là pour lui offrir des bonbons. Shen Yao se lève immédiatement et court vers la sortie, mais un agent lui bloque le passage. Elle est alors contrainte de fuir dans le couloir. Finalement, elle trouve un placard, ouvre la porte et s'enferme à l'intérieur pour échapper aux agents. Mais à présent, elle est piégée sans issue. Les agents tentent de défoncer la porte, et Shen Yao est terrifiée. Mais alors que tout semble perdu, l'homme qui l'a averti lui dit de se retourner. Derrière elle, une masse d'énergie jaune flotte dans les airs. Une main en sort et l'attrape. Shen Yao ferme les yeux et attend l'inévitable. Quand les agents parviennent enfin à briser la porte, elle a déjà disparu. Elle a été emmenée par Wang, l'homme qui l'avait prévenu. Il tente à présent de l'éloigner le plus possible des agents, en exécutant des mouvements de parcours dignes des meilleurs films d'action. Mais les agents ont un atout secret pour contrer ses acrobaties, une arme à feu. Wang est touché en plein vol. Heureusement, il est presque indemne, mais il ne pourra pas s'échapper ainsi. Il pose alors Shen Yao à terre et dresse une barrière pour la protéger avant de se préparer au combat. Wang saute du rebord et, dès qu'il atterrit, il assène un coup de poing à un agent, un coup si violent qu'il doit sûrement entendre les sons en stéréo. Un autre agent se précipite sur lui, mais Wang le frappe et le repousse, tout en affrontant 2 autres adversaires. Finalement, l'un d'eux parvient à le plaquer et l'entraîne dans les airs. Après une brève lutte, les 3 alliés de l'agent projettent Wang contre un immeuble. Mais quand la poussière retombe, les 3 complices sont KO tandis que Wang est parfaitement indemne. Pourtant, au moins une dizaine d'innocents ont dû mourir dans l'effondrement du bâtiment. Il reste encore un agent à affronter. Wang flotte hors des décombres et enlève son manteau. Les choses vont devenir sérieuses. Son adversaire, fatigué de perdre du temps, décide de passer à la vitesse supérieure et soulève un autre immeuble pour le lancer sur Wang. Les personnes à l'intérieur doivent regretter de ne pas avoir pris un jour de congé aujourd'hui. L'agent projette l'édifice vers Wang, mais celui-ci, sans même transpirer, l'attrape avec ses pouvoirs, le désintègre et renvoie des blocs vers son adversaire. Ce dernier tente de se défendre, mais Wang compresse tous les blocs jusqu'à provoquer une énorme explosion qui propulse les 2 combattants dans une version miroir du monde. Wang est contrarié par cette tournure des événements, car cela va lui attirer des ennuis, mais il doit d'abord se débarrasser de son ennemi. L'agent sort son arme et vise Wang. Mais sérieusement, que pense-t-il faire avec un simple pistolet contre quelqu'un qui a arrêté un immeuble à main nue? De toute façon, l'arme ne fonctionne pas dans cette dimension. Wang n'a plus le temps de s'occuper de son adversaire, car l'énergie jaune commence à l'entourer et projette l'agent dans l'eau. Le temps commence à remonter, et Wang espère que les choses prendront une tournure différente lors de la prochaine boucle. Finalement, tout redevient normal. Shen Yao se réveille à son bureau, dans la bibliothèque, sans aucun souvenir de ce qui vient de se passer. Devant elle se tient un jeune Wang, lui demandant de l'aider avec ses devoirs de mathématiques. Les années passent. Lors d'une soirée entre lycéens, le groupe joue à Jenga, et c'est au tour de Shen Yao. Lorsqu'elle croise le regard de Wang, elle perd ses moyens et fait tomber la tour. Selon les règles, celui qui fait s'écrouler la tour doit révéler un secret. Le groupe demande donc à Shen Yao de dire qui est son béguin. Wang sourit en entendant cela, et ses camarades se moquent de lui, affirmant qu'il est impossible que Shen Yao s'intéresse à un gars aussi banal que lui. Mais à la surprise générale, y compris de Wang, Shen Yao avoue qu'elle l'aime vraiment. Et elle précise bien qu'elle ne plaisante pas, car elle l'aime depuis le jour où ils se sont rencontrés au collège. Wang est sous le choc. C'est comme un rêve devenu réalité. Ce devrait être le plus beau jour de sa vie. Mais à peine la soirée terminée, il est kidnappé et tabassé près de la rivière. Il ne connaît même pas ses agresseurs, mais leur chef, Sun Jun, a un faible pour Shen Yao. Et en apprenant qu'elle aime Wang, au lieu de l'accepter et de passer à autre chose, il a décidé de le capturer et de le menacer de mort. Wang reconnaît Sun Jun comme le chef d'un gang notoire. Il se rappelle aussi avoir entendu que ce type harcelait constamment Shen Yao. Il comprend donc ce qui se passe, mais il ne peut rien faire contre autant d'adversaires. Sun Jun passe un appel vidéo à Shen Yao avec le téléphone de Wang et lui montre l'état pitoyable de son béguin. Shen Yao est horrifié. Wang lui crie de ne pas s'inquiéter et de ne pas se mêler de cette histoire, mais Sun Jun veut qu'elle assiste à son humiliation. Il affirme que Wang est un minable et qu'il n'a aucun droit de sortir avec une fille aussi parfaite que Shen Yao. Il ordonne même à Wang de jurer qu'il ne s'approchera plus jamais d'elle, sinon il le jettera dans la rivière. Wang pourrait choisir la solution de facilité et promettre qu'il ne parlera plus à Shen Yao. Mais il ne trahirait jamais celle qu'il aime. Alors, au lieu de se soumettre, il donne un violent coup de tête à l'un de ses ravisseurs. Le coup est si puissant que l'homme le lâche, et Wang tombe à l'eau. Sun Jun panique. Il n'avait jamais prévu de le tuer, il voulait juste lui faire peur. Il crie le nom de Wang, espérant une réponse, mais le silence règne. Wang est probablement mort. Sun Jun vient de commettre un meurtre, et Shen Yao a tout vu. Pendant ce temps, sous l'eau, Wang coule lentement. Mais il ne cherche pas à se débattre. Si protéger celle qu'il aime est impossible, alors à quoi bon vivre? Alors que sa vie défile devant ses yeux,
Wang a une vision de son enfance. Il se rappelle avoir fui un combat, ce qui a ruiné sa popularité au collège. Pour empirer les choses, il entend deux filles se moquer de lui et le traiter de pleurnichard. Après l'école, tout le monde rentre chez soi, mais Wang reste en arrière, perdu dans ses pensées. Shen Yao sort alors de l'école et le remarque. Voyant son air triste, elle lui demande ce qui ne va pas, mais Wang garde le silence. Pensant qu'il a oublié son parapluie, elle lui propose de partager le sien. Wang refuse, prétendant qu'il peut rentrer seul, mais Shen Yao insiste, il va être trempé sans parapluie. Il finit par admettre qu'elle a raison, mais décide d'attendre que la pluie cesse. Shen Yao trouve cette réponse amusante, mais elle remarque alors une coupure sur le bras de Wang. Elle insiste pour la soigner, et même s'il refuse d'abord, il finit par accepter. Shen Yao pose un pansement sur sa blessure et y dépose un baiser pour l'aider à guérir plus vite. À cet instant, Wang s'imagine déjà passer les 50 prochaines années avec elle. Il la remercie, et à partir de ce jour, ils deviennent inséparables. De retour dans le présent, Wang reprend conscience sous l'eau. Il aperçoit une lumière venant du fond de la rivière. Sachant qu'il est trop profond pour remonter à la surface, il décide de plonger vers la lumière. Au fond, il trouve un cube lumineux. Lorsqu'il le touche, une douleur immense traverse son corps, puis il est soudainement téléporté à travers un vortex pour atterrir dans un endroit inconnu. Wang panique, essayant de comprendre ce qui vient de se passer. Un système apparaît alors devant lui et lui annonce qu'il possède maintenant une capacité unique, il peut créer une zone de 15 mètres autour de lui et s'y téléporter instantanément. Il trouve cela absurde jusqu'à ce qu'il soit téléporté contre son gré. Il se retrouve dans le ciel au-dessus du canal, observant Sun Jun qui le cherche encore dans l'eau, paniqué à l'idée de l'avoir tué. Wang trouve la scène ironique, mais avant d'avoir le temps d'en profiter, il est encore téléporté. Il atterrit dans une salle de classe vide de son école. Convaincu que ses pouvoirs sont réels, il tente de comprendre leur origine. Le système lui parle à nouveau et lui explique qu'il s'est fusionné avec lui. Wang pense qu'il devient fou, mais le système le corrige, il ne lui parle pas dans sa tête, mais depuis son propre corps. Avant qu'il ne puisse réfléchir à cela, quelqu'un s'approche de la salle de classe. Un employé de l'école, attiré par un bruit suspect, ouvre la porte. Mais il ne trouve qu'une pièce vide avec une flaque d'eau au sol. Wang, quant à lui, s'est téléporté chez lui. Il prend une douche pour essayer de se détendre, puis vérifie son téléphone, et voit qu'il fonctionne encore. Il reçoit immédiatement un appel de Shen Yao, et dès qu'il répond, elle panique et lui demande s'il va bien. Elle propose de signaler Sun Jun à la police, mais Wang refuse, sachant que Sun Jun est déjà en train de paniquer à l'idée d'avoir tué quelqu'un. Il lui conseille de se reposer et raccroche. Allongé sur son lit, Wang réfléchit à ce qui lui arrive. Il sait que personne ne croirait son histoire. Soudain, le système réapparaît et lui demande s'il s'est calmé. Wang exige de savoir pourquoi il le suit, mais le système lui rappelle qu'il fait désormais partie de son corps. Il active alors le cube, et Wang se retrouve aspiré à l'intérieur. Là, le système lui révèle que le cube contient un macro-espace bien plus vaste qu'il n'y paraît. Même s'il ne mesure que 3 cm à l'extérieur, il possède une dimension immense à l'intérieur. Wang commence à comprendre que tout cela est bien réel. Il demande alors pourquoi le cube l'a choisi, et le système lui répond simplement, parce que je veux réaliser ton rêve, devenir le roi du monde. Wang essaie de s'entraîner à la téléportation avec le système, mais il épuise rapidement son énergie et manque de tomber du haut d'un immeuble. Le système lui signale que ses réserves d'énergie sont presque vides et qu'il devra limiter la téléportation à 1 fois par minute. Wang décide alors de faire une pause, car il serait dangereux de tomber en panne d'énergie à 300 mètres du sol. Le système lui propose un moyen plus sûr de s'entraîner, en théorie, il peut utiliser ses pouvoirs pour voir tout ce qui se trouve dans un rayon de 15 mètres. Wang tente l'expérience et parvient à voir sa chambre, un couple au lit et même une voisine dans son bain. Trouvant cela déplacé, il décide d'arrêter et d'explorer plutôt le jardin. Mais il sursaute lorsqu'un chat croise son regard et finit à genoux. Le système l'avertit qu'il risque d'épuiser toute son énergie s'il continue à utiliser la téléportation et son pouvoir de perception amélioré. Bien que doué pour contrôler ses capacités, son corps n'est pas habitué à une telle dépense d'énergie et il finit par s'évanouir. Quelques heures plus tard, Wang se réveille dans son lit. Il comprend qu'il a poussé l'entraînement trop loin et décide d'être plus prudent à l'avenir. Le système l'a ramené dans sa chambre pendant qu'il était inconscient, car il avait besoin de repos. Mais Wang remarque soudain qu'il n'entend plus la voix du système dans sa tête. Le système lui explique que rester lié à son corps consomme de l'énergie, et qu'il ne peut pas risquer de disparaître en même temps que lui. Wang trouve cela logique, mais a encore du mal à croire qu'il possède des super pouvoirs. Il cherche des informations sur le cube sur Internet, mais il n'y a aucun tutoriel, il devra donc se débrouiller seul. À ce moment-là, il reçoit un message de Shen Yao l'invitant à déjeuner demain. Excité, il se rappelle soudainement de ce que Sun Jun lui a fait subir et jure de se venger, mais pas tout de suite, car il s'épuise encore trop vite. Wang demande au système s'il existe un moyen d'augmenter sa puissance.
Celui-ci lui révèle qu'une fonction de mise à niveau automatique est intégrée et qu'il peut devenir plus fort en absorbant des gemmes d'énergie. Curieux, Wang demande quelle pierre utiliser. Le système lui explique que, théoriquement, n'importe quel caillou peut contenir de l'énergie, mais qu'il aurait plus de chance avec des pierres précieuses comme le charismatite sur son étagère ou la bague en diamant inestimable de sa mère. Wang refuse d'utiliser des objets aussi précieux, mais le système le rassure, ils ne contiennent pas assez d'énergie de toute façon. Cependant, le système a détecté une gemme suffisamment puissante dans le jardin en bas de l'immeuble. Wang ne perd pas de temps et s'y téléporte avec une pelle. Il demande où creuser, mais le système l'encourage à localiser la pierre lui-même grâce à sa perception spatiale. Fermant les yeux, Wang scanne la zone et finit par repérer quelque chose près d'un arbre. Il creuse et découvre un galet orange brillant, qui semble pourtant ordinaire. Le système lui assure qu'il s'agit bien d'une pierre d'énergie. Wang entre dans l'espace du cube et place la gemme contre un mur, où elle est absorbée en quelques secondes. Il sent immédiatement une poussée d'énergie. Le système lui explique que cette pierre a augmenté sa force de 2 niveaux et son endurance d'1 niveau. S'il continue à absorber des pierres de pouvoir, il pourra considérablement améliorer ses capacités de combat. Le lendemain matin, son réveil sonne, mais il est encore fatigué après avoir passé la nuit à chasser des pierres d'énergie. Il se rappelle qu'il doit aller en cours et se dépêche de s'habiller. À son arrivée, Shen Yao l'interpelle pour obtenir des explications sur les événements de la veille. Mais elle se rend vite compte que toute la classe la regarde, tout le monde se souvient qu'elle a avoué aimer Wang. Les élèves commencent alors à la taquiner. Soudain, une agitation se fait entendre à la porte, Sun Jun vient d'arriver. Dès son entrée, il ordonne à un de ses hommes de donner un violent coup de pied à un élève au hasard. Il est clair qu'il a fait irruption dans l'école pour retrouver Wang. Shen Yao s'inquiète, mais Wang lui demande de se calmer et de retourner à sa place. Sun Jun a entendu dire que Wang était encore en vie. Il s'avance au milieu de la classe et demande où il se trouve. Dès qu'il prononce son nom, tous les élèves se tournent vers Wang, véritable balance en puissance. Wang tente d'ignorer la situation, espérant que Sun Jun finira par partir, mais ce dernier l'a déjà repéré et commence à monter les escaliers pour l'atteindre. L'affrontement semble inévitable pour Wang. Avec ses nouveaux pouvoirs, il devrait pouvoir tenir tête à Sun Jun, mais il préfère demander au système ses chances de victoire. Celui-ci lui assure que le combat sera une formalité, la puissance moyenne des combattants ici est de 5, tandis que la sienne atteint 22. Shen Yao tente alors d'intervenir, suppliant Sun Jun d'abandonner pour éviter que Wang ne soit blessé. Mais Sun Jun ignore sa requête et se met à insulter Wang. Shen Yao, exaspéré, lui demande de partir, mais Wang, à bout de patience, se lève et s'excuse auprès d'elle de l'avoir laissé subir ses provocations. Il promet qu'il va maintenant s'occuper de Sun Jun. Furieux que Wang ose le défier, Sun Jun l'attrape par le col et menace de le tuer. Cependant, Wang lui saisit fermement le bras et le serre avec une telle force que Sun Jun hésite un instant. Wang l'avertit, s'il continue de les harceler, lui et Shen Yao, il le regrettera amèrement. Sun Jun est sous le choc, comment Wang a-t-il pu acquérir une telle force du jour au lendemain? Avant que la situation ne dégénère, le professeur de la classe fait irruption et ordonne à Sun Jun et à ses hommes de quitter les lieux. Sun Jun obéit, mais avant de partir, il murmure à l'oreille de Wang de le rejoindre ce soir sur le terrain de basket de North City s'il ne veut pas que Shen Yao ait des ennuis. Shen Yao, inquiète, demande à Wang ce que Sun Jun lui a dit, mais celui-ci prétend que ce n'est rien d'important. Il feint un mal de tête et envisage de sécher les cours pour la journée. Pendant ce temps, Sun Jun, au terrain de basket, essaie toujours de comprendre comment Wang a pu lui laisser des ecchymoses au poignet. Il refuse de croire que ce dernier s'est simplement mis à la musculation et jure de se venger pour cette humiliation. Un peu plus tard, Wang arrive au terrain et exige de voir Sun Jun. Ce dernier l'attend, assis en haut des gradins, et éclate de rire en le voyant. Il lui annonce que s'échapper est désormais impossible et qu'il n'a jamais prévu un duel équitable. En effet, son plan est de le passer à tabac avec toute sa bande. Le système avertit Wang qu'il pourrait être en mauvaise posture, il y a 13 adversaires en face de lui. Toujours confiant, Wang demande ses chances de victoire, mais il déchante rapidement en apprenant qu'elles ne sont que de 20%. Sun Jun remarque son trouble et s'en amuse, rassemblant ses hommes pour l'entourer. Avant de lancer l'assaut, Sun Jun offre une dernière chance à Wang, s'excuser et implorer sa clémence. Mais Wang le provoque à son tour, ridiculisant la lâcheté de son gang, trop effrayé pour l'affronter en duel. Sun Jun comprend la manœuvre, mais son orgueil l'emporte et il s'apprête à frapper Wang. Cependant, avant qu'il ne puisse agir, l'un de ses hommes, Qiang, se propose de combattre à sa place. Qiang est le plus redoutable membre du gang, et tous pensent que Wang n'a aucune chance. Même Wang doute, alors il demande au système d'évaluer la puissance de Qiang. Le résultat? Seulement 10. Ce combat sera peut-être moins difficile que prévu. Qiang attrape un ballon de basket et le lance violemment sur Wang, mais le système l'avertit à temps et il esquive. Qiang enchaîne avec un coup de poing, mais Wang l'évite avec une agilité impressionnante, esquivant chaque attaque comme un véritable combattant expérimenté. Pendant ce temps, en classe, Shen Yao s'inquiète pour Wang.
Son comportement étrange et son silence l'alarment, et elle décide d'agir. De retour au terrain, Qiang commence à s'épuiser après avoir manqué tous ses coups. Wang sait qu'il doit maintenant porter l'attaque finale. Lorsque Qiang tente un nouvel assaut, Wang attrape sa jambe et lui assène un puissant coup de poing électrifié, l'envoyant violemment contre un mur. Les autres membres du gang n'en reviennent pas, Qiang, leur combattant le plus fort, vient d'être vaincu par Wang. Il se tourne vers Sun Jun pour savoir quoi faire. Sun Jun, lui, éclate de rire. Il reconnaît que Wang a réussi à vaincre Qiang, mais il lui rappelle qu'il est toujours en infériorité numérique. À 12 contre 1, il ne peut pas gagner. Wang demande alors au système si ses chances de victoire ont augmenté. Avec Qiang hors jeu, il y a un adversaire en moins, mais même ainsi, le système ne lui donne que 30% de chances de s'en sortir. La situation est plus critique que jamais. Nous passons à Yuan et Sun Jun qui sont dans un bar, en train de boire et de penser à se venger de Wang. Yuan annonce avoir entendu que Luo est revenu, ce qui surprend Sun Jun. Sun Jun lui demande s'il veut vraiment demander à Luo de tuer Wang, et s'il est fou. Yuan explique que Luo a beaucoup d'ennemis, dont le plus dangereux est un homme nommé Xigukin, et qu'il allait demander à Luo de tuer Wang. On passe ensuite à Wang, qui est en route pour rencontrer Shen Yao. Il commence à marcher dans le parc. Shen Yao dit à Wang qu'elle trouve qu'il a beaucoup changé, qu'une étrange puissance émane de lui. Wang lui répond qu'il la protégera et ne la mettra jamais en danger. Shen Yao lui assure qu'elle ne le laissera pas affronter les problèmes seul. Wang conclut qu'ils affronteront l'avenir ensemble. Après cela, ils s'amusent et profitent de leur journée. Plus tard, ils s'asseyent à une table pour boire un verre, et Shen Yao propose un jeu. Elle cache un bonbon dans l'une de ses mains et demande à Wang de deviner laquelle. Wang utilise ses pouvoirs, ses sens, pour localiser le bonbon, et à chaque fois, il choisit la bonne main, jusqu'à vider le sac de bonbons. Shen Yao est stupéfaite par sa précision et lui demande comment il fait pour choisir la bonne main à chaque fois. Wang lui répond que c'est un sens électrique, mais face au regard sceptique de Shen Yao, il finit par avouer en plaisantant qu'il l'observait quand elle plaçait le bonbon, et lui conseille de le cacher derrière son dos. Shen Yao lui demande s'il a vraiment découvert tout ça, puis ajoute qu'elle pense qu'il cache encore quelque chose. Wang offre ensuite à Shen Yao une pierre verte en disant que c'est pour elle. Émerveillée par sa beauté, elle lui demande où il l'a trouvée. Wang répond simplement qu'il l'a trouvée dans l'eau. Le lendemain, Wang attend Shen Yao, mais elle ne vient pas. Il tente de l'appeler, sans succès. Il apprend ensuite qu'un incident s'est produit chez elle et se précipite jusqu'à sa maison. Il y trouve de nombreux journalistes ainsi que la police. Il entend la mère de Shen Yao raconter aux policiers ce qui s'est passé, leur annonçant que sa fille a été enlevée. Wang se demande alors qui a bien pu faire ça. Il aperçoit Sun Jun dans la foule et s'approche de lui. Il l'arrête et lui demande pourquoi il est aussi tendu, puis s'interroge à voix haute s'il ne veut pas lui dire quelque chose. Sun Jun devient nerveux, et Wang dévoile une partie de ses pouvoirs pour lui faire peur, le prévenant qu'il est de mauvaise humeur et cherche une bagarre. Pris de panique, Sun Jun finit par dire qu'il va tout lui révéler. Nous passons ensuite à Monsieur Luo qui est en train de punir Yuan. Luo affirme qu'il déteste le mensonge et l'exploitation, mais que face à l'opportunité de se débarrasser de Xigukin, ces choses ne comptaient pas. Il voulait tenter sa chance. Pour lui, le mensonge mérite une punition sévère. Yuan supplie Luo en pleurant, mais celui-ci lui ordonne de se taire s'il veut survivre. Il se prépare à frapper une balle avec une batte. Luo s'approche ensuite de Shen Yao et lui dit qu'elle vient de voir ce que provoque sa colère, et que lorsqu'il pose une question, elle doit répondre. Il lui demande quel est son lien avec Xigukin. Shen Yao affirme qu'elle ne connaît personne de ce nom. Luo lui montre alors une photo et la met en garde contre le mensonge. Mais même sous pression, Shen Yao maintient qu'elle ne sait rien. Luo la saisit alors par le cou et menace de la frapper pour l'aider à retrouver la mémoire. Il s'apprête à passer à l'acte, mais son assistant intervient et lui demande d'arrêter. L'assistant explique à Luo qu'il pense que la fille en sait beaucoup sur Xigukin et qu'il est convaincu que Xigukin tient à elle. Luo réplique que ce sont des absurdités et qu'il l'a attachée pour s'en servir comme appât. L'assistant insiste, affirmant que si Xigukin ne s'est pas encore montré, c'est parce que la fille n'est pas ordinaire. Elle pourrait avoir des secrets importants. Il suggère que s'ils arrivent à attirer Xigukin ici, ils auront une grande chance de le vaincre. Luo rétorque qu'il a déjà dépensé beaucoup d'argent pour le tuer. L'assistant lui fait remarquer que, même si les assassins engagés étaient professionnels, aucun ne connaissait vraiment la vraie force de Xigukin, et que personne ne sait encore ce qui sépare réellement la victoire de la défaite. Il affirma que si la fille mourait ici, Xigukin serait extrêmement en colère et exploserait de chagrin. Il recommanda donc de la relâcher, car il ne pourrait rien faire contre elle pour l'instant. Plus tard, il pourrait la menacer et ainsi obtenir toutes les informations. Luo accepta mais ordonna de la faire taire. L'assistant bâillonna Shen Yao et lui expliqua qu'elle resterait avec eux. Il ajouta qu'elle devait parler car il ne pourrait pas la sauver une prochaine fois. On passe ensuite à Wang, en colère, qui demanda à Sun Jun si Shen Yao avait été kidnappé à cause de la punition de Yuan. Sun Jun confirma que c'était ce qui s'était passé pour atteindre Wang. Il demanda ensuite s'il connaissait Luo, ce que Wang nia.
Sun Jun raconta que Luo venait d'une grande famille criminelle et parla d'un événement appelé la bataille à genoux. Luo avait été battu par le fils d'un puissant gangster. Par la suite, ce gangster et son fils vinrent s'agenouiller devant Luo, même lorsque ce dernier repartait en voiture. L'événement fut alors surnommé la bataille à genoux et la rue fut appelée la porte des genoux. Wang, surpris, interrogea Sun Jun à propos de Xigukin. Il se demandait pourquoi Luo pensait pouvoir attirer Xigukin en kidnappant Shen Yao. Sun Jun lui rappela qu'à l'époque du lycée, Shen Yao avait eu un accident et avait été sauvé par un homme. Cet homme, c'était Xigukin. Beaucoup voulaient atteindre Xigukin, mais personne n'y parvenait. Lorsqu'il réapparut, il brisa le doigt de Luo qui cherchait à se venger. La famille Yan abandonna alors Luo, ce qui le rendit furieux. Depuis ce jour, il jura de se venger de Xigukin et le rechercha sans relâche, sans jamais laisser de traces. Wang déclara qu'il pensait que tout cela n'était que des ragots, mais Sun Jun affirma que pour eux, c'étaient des faits. Il ajouta que Luo était en colère sans véritable raison et qu'il finirait par se faire tuer. Wang conclut que Luo devait être arrêté, estimant que tout avait commencé avec Yuan, qui avait menti à Luo en affirmant que Shen Yao avait un lien avec Xigukin. Sun Jun expliqua que Yuan avait été trop impulsif dans cette affaire, qu'il ne lui faisait pas confiance et qu'il l'avait abandonné. Mais Luo n'était pas leur égal, et selon lui, Yuan était en train de se punir lui-même. Wang se leva pour partir. Sun Jun lui demanda où il allait. Wang annonça qu'il allait sauver Shen Yao. Sun Jun tenta de le mettre en garde, lui rappelant que c'était très dangereux et qu'affronter Luo ne serait pas facile. Wang répondit que lui non plus n'était pas facile à affronter. Puis il demanda à Sun Jun d'appeler la police pour se racheter. Wang se rendit alors à l'endroit où se trouvait Shen Yao et demanda à la voix si elle était bien ici. La voix répondit avec assurance qu'elle se trouvait à l'étage supérieur, précisant qu'elle avait été localisée grâce à la pierre que Wang lui avait offerte. On passe à Luo qui interrogea son assistant sur ses chances de réussir à attraper Xigukin après toute cette préparation. L'assistant répondit qu'avec leur alliance avec Shan, s'il n'arrivait pas à attraper Xigukin, il ne le laisserait pas s'enfuir vivant. Luo déclara qu'il ne laisserait pas passer cette occasion après tous ses efforts. Shan ajouta qu'il n'avait coopéré avec personne, qu'il s'était contenté de leur dire que Xigukin était là pour se venger, ce qui fit rire Luo. L'assistant commenta que Shan parlait toujours comme ça. Shan précisa qu'il avait ses limites. Luo, toujours en riant, affirma que dès qu'il aurait éliminé Xigukin, tout ce qu'il voulait serait à lui. L'assistant pensa intérieurement que Luo était très arrogant et soupçonna que toute cette opération ne servait qu'à une affaire de vengeance. On revient à Wang, qui commence à chercher Shen Yao. La voix l'informa qu'elle avait détecté cette personne à proximité, ce qui le mit en colère. Il demanda à la voix si le téléchargement des pierres de haut niveau était terminé. La voix répondit qu'il ne restait que 3 minutes. Enfin, on voit un des gardes avertir Luo qu'un individu étrange se trouvait dans les environs. Luo donna l'ordre par Tokiwoki de le tuer s'il le voyait, précisant qu'il ne devait pas perturber leur opération. Wang grimpa sur le bâtiment et tenta de forcer la serrure de la porte, mais l'un des gardes lui dit de partir, car elle était scellée par une force spirituelle. Si elle réagissait à lui, son corps se transformerait en une mare de sang. Le cube indiqua que la puissance de combat de l'ennemi était de 52%, tandis que celle de Wang était de 50%. Wang demanda la clé, mais le garde lui répondit qu'il cherchait sa propre mort, car quiconque entrait serait tué. Wang attrapa le garde, insistant sur le fait qu'il devait sauver son ami. Le garde lui répondit d'entrer s'il le voulait. Pendant ce temps, Luo entrait dans une pièce avec Shen Yao et lui dit qu'il allait allumer la télé pour ne pas qu'elle s'ennuie. Il ouvrit les caméras sur l'écran et se demanda jusqu'à quel étage le garçon allait monter. Retour à Wang, le garde lança un coup de poing, mais Wang l'esquiva et répliqua sans succès. Ils échangèrent des coups jusqu'à ce que Wang emporte un puissant, tenta d'enchaîner mais échoua. Le garde le projeta au sol, tenta de l'écraser, mais Wang esquiva encore. Le garde enchaîna les coups de poing, mais Wang les évita grâce à sa vitesse, pensant qu'il devait trouver un point faible. Il donna un coup de pied puissant qui projeta le garde contre un mur. Ce dernier se releva, attaqua à nouveau, mais Wang l'envoya au sol avec un coup renforcé. Il déclara que ce n'était pas conforme à la boxe, mais ce n'était pas un vrai match. Il ramassa la clé, ouvrit la porte et continua de monter. Le cube l'avertit, Wang esquiva une attaque, mais pas la suivante, et tomba dans les escaliers. Un autre garde lui demanda comment il avait vaincu Pablo, et Wang répondit qu'il avait failli y laisser la vie. Le garde annonça qu'il l'attendrait en haut, puis partit. Wang remonta les escaliers, le cube lui annonça que la puissance du nouveau garde était de 75%, ce qui mit Wang en colère. Il déclara qu'il allait le faire tomber. Il défia le garde, qui apparut derrière lui, affirmant ne pas vouloir salir son épée, puis déclara qu'il allait le tuer pour de l'argent. Il lança plusieurs attaques au couteau, que Wang évita. Même lorsque le couteau changea de direction, Wang esquiva encore, sauta dans les airs et frappa le garde. Ce dernier disparut, convaincu que Wang ne pouvait pas le battre. Il se déclara héritier des couteaux volants, se rappelant l'entraînement que lui avait infligé son maître dans une pièce remplie de lames. Persuadé qu'il était invincible, il attaqua Wang par surprise,
mais ce dernier le repoussa d'une gifle. Le garde revint avec une série de coups qui firent chanceler Wang. Quand il tenta de le poignarder dans le dos, Wang invoqua une énorme batte et frappa violemment le garde, le blessant gravement. Pendant ce temps, les autres gardes discutèrent, l'un annonça que Shadali et Pablo étaient tombés, une garde remarqua que ce combattant était incroyablement fort, un autre ajouta qu'il avait vaincu deux puissants adversaires, mais que face à Beowulf, il ne tiendrait pas 10 minutes. Une garde répondit que dans ce cas, il pourrait prendre la récompense et rentrer. Le garde demanda ce qui se passerait, si l'inverse se produisait, alors la garde répondit que ce serait vraiment amusant. On revient à Wang face à Beowulf. Wang lança un coup de batte puissant, que Beowulf bloqua avant de l'attraper et de le projeter violemment au sol. Beowulf constate que Wang bouge encore après avoir encaissé ses coups et décide de renforcer ses prochaines attaques. Il l'attrape et l'étrangle violemment, affirmant qu'aucun adversaire ne peut échapper à sa prise. Wang sort un couteau et tente de le poignarder, mais Beowulf bloque la lame. Refusant d'abandonner, Wang passe le couteau dans l'autre main et blesse légèrement Beowulf, ce qui lui permet de se libérer. Il enchaîne avec un coup de poing, mais l'impact ne fait aucun effet à Beowulf, au contraire, Wang en subit la violence. Beowulf lui rappelle la différence entre eux, Wang use de ruse, lui possède une puissance brute. Il attaque, Wang esquive, mais l'impact de son coup détruit une partie de l'environnement. Beowulf arrache un énorme morceau de bois et le jette vers Wang, sans le toucher. Il charge ensuite, frappe sans succès, puis réussit un coup de pied qui fait tomber Wang. Ce dernier contre-attaque, mais Beowulf attrape sa jambe, le projette au sol et tente de l'écraser. Wang esquive de justesse, se relève et déclare qu'il sauvera Shen Yao, quel qu'en soit le prix. Il frappe Beowulf, mais celui-ci bloque facilement l'attaque, puis lui brise le bras et enchaîne les coups. Il projette Wang contre un mur et le met à terre d'un coup violent. Une voix annonce alors que la force des pierres s'est activée, augmentant la puissance de Wang. Ce dernier se relève, sentant sa force émerger. Il remercie Beowulf de lui avoir permis de libérer ses muscles. Beowulf affirme qu'un vrai combat requiert un vrai guerrier. Wang réplique qu'il va le faire taire et prend l'avantage. Il esquive une attaque et riposte avec plusieurs coups puissants. Soudain, il crache du sang et annonce que son énergie menace d'exploser. La voix lui indique que le système expulse les toxines de son corps, que tout est normal. Beowulf, furieux, tente une nouvelle attaque, mais Wang la bloque et le repousse avec un coup puissant. Beowulf est choqué par la force de son adversaire. Wang poursuit l'assaut, enchaîne les frappes, et finit par vaincre Beowulf. Dans la chambre de Luo, ce dernier apprend la défaite de ses combattants et entre dans une rage froide. Il affirme qu'il ne valait rien et qu'aucun d'eux n'a été capable de tenir tête à un simple homme. Son assistant assure que Wang sera battu par le prochain guerrier. Luo conteste cette assurance. L'assistant affirme que l'Alliance des arts martiaux, avec ses membres professionnels et son prestige, n'a rien à voir avec le groupe de Beowulf, qu'il qualifie d'amateur. Luo coupe court au discours et exige des preuves concrètes. L'assistant précise que la fille à venir porte un bracelet de restriction, et que lorsqu'elle le brisera, tout le monde devra fuir immédiatement. Wang poursuit son ascension malgré la douleur et la fatigue. Il se remet debout, déterminé à continuer même au péril de sa vie. Il se déplace de plus en plus vite. La voix lui signale qu'il se met trop de pression, et lui conseille de garder son calme malgré l'intensité de la situation. Wang répond que cette pression vient de l'intérieur et qu'il ne peut rester calme. Il atteint une nouvelle porte et l'ouvre, prêt à affronter les prochains gardes. Wang monte à l'étage suivant et, une fois dans la pièce, il est confronté à Stone et Kui. Elle est excitée que Wang soit enfin là, alors elle sort un scanner de puissance et s'approche pour mesurer sa force. À sa surprise, le scanner indique que Wang a une longueur d'onde F de 0, ce qui signifie qu'il n'est pas un surhumain selon les standards EF. Pendant ce temps, Stone analyse les images de surveillance des combats précédents de Wang et conclut qu'il n'est pas un cultivateur, car il n'a pas de pouvoir interne et ne semble connaître qu'une technique de combat basique. Wang a combattu uniquement avec sa force physique, ce qui pousse Kui à penser qu'il est un raffineur de corps. Enthousiaste, elle croit que vaincre un raffineur de corps augmentera son pouvoir. Wang ne comprend rien à la situation, mais après avoir retrouvé son calme, Kui s'excuse pour son impolitesse et se présente comme Kui Jialin, ajoutant qu'il peut l'appeler Kui chéri s'il veut. Ne comprenant toujours pas son excitation, Wang se présente à son tour et lui serre la main, ce qui est une erreur. Kui serre fort pour l'empêcher de s'échapper et, le distrayant avec ses lèvres, lui donne un coup de poing en plein visage. Wang, partisan de l'égalité, riposte avec un uppercut. Malheureusement, Kui aime ça et devient encore plus excité. Dégoûté par son comportement, Wang libère sa main, l'appelle perverse, mais elle ne nie pas et veut continuer à s'amuser. Elle charge et le frappe à plusieurs reprises dans le ventre. Wang tente de l'arrêter en lui attrapant les cheveux, ce qui permet à Kui de le projeter à travers la pièce d'un coup de pied. Stone avertit Wang qu'il n'est pas de taille et qu'il devrait se préparer à mourir. Kui ne lui laisse pas le temps de répondre et l'envoie contre un pilier d'un coup de pied latéral. Voyant qu'elle le provoque, Wang se relève et se bat à fond, frappant Kui en plein visage. Malgré le sang coulant de son nez, elle sourit, aimant la douleur, et l'encourage à continuer.
Pour le motiver, elle l'attaque à nouveau, et Wang la frappe avec une combinaison gauche-droite, qu'elle savoure. Son comportement devient encore plus étrange, inquiétant Stone. Quand Wang s'arrête, Cui, déçu, le met à terre d'un coup de pied circulaire. Elle s'apprête à activer ses pouvoirs, mais Stone l'arrête, jugeant cela trop dangereux. Ignorant son avertissement, Cui veut consommer l'énergie de Wang pour devenir plus forte et assurer leur liberté à tous les deux. Elle lacère le bras de Wang avec ses griffes, le faisant saigner. Wang recule, mais perd Cui de vue. Elle se faufile derrière lui, lèche son sang, et il la repousse, horrifié. Wang sort un bâton pour la tenir à distance, mais elle est trop forte et le projette contre un mur. Cui le surpasse en vitesse et en force, et Wang doit se concentrer pour survivre. Alors qu'elle charge à nouveau, il esquive de justesse une attaque à la gorge, mais lorsqu'il contre-attaque, elle disparaît et réapparaît derrière lui, l'enlaçant pour mordre son épaule. Après avoir pris une gorgée de son sang, l'énergie pure de Wang la fait passer au niveau supérieur, et elle commence à perdre le contrôle. Stone intervient, lui tirant une aiguille de paralysie qui la met hors d'état. Wang, terrifié, sait qu'il serait mort sans l'intervention de Stone. Ce dernier, stupéfait que l'énergie de Wang ait fait perdre le contrôle à Cui, utilise une technique d'acupuncture pour stabiliser son état. Wang sait qu'il n'a aucune chance contre Cui, et si Stone est aussi puissant, il ne survivra pas. Profitant de la distraction de Stone, qui soigne Cui, Wang tente de l'attaquer avec une brique, mais Stone le repère et le repousse avec une rafale d'air. Combattre Stone s'avère encore plus difficile que prévu. Stone lance une attaque de vent tranchant, que Wang esquive grâce à un avertissement du système. Alors que Stone s'apprête à attaquer à nouveau, Cui perd encore le contrôle, le forçant à s'occuper d'elle. Ne pouvant gérer les deux, Stone dit à Wang d'aller sauver son ami. Wang demande si c'est un abandon, mais Stone, membre de l'Alliance Million, ne peut pas abandonner. Il propose une trêve, et Wang, conscient que c'est sa seule chance de survie, accepte, mais bluffe en disant qu'ils devront continuer à se battre sinon. Stone, ne pouvant quitter Cui, sort une pièce million, symbole d'honneur de l'Alliance, se coupe le doigt, et prête un serment de sang, promettant de ne plus attaquer Wang sous peine de se transformer en poussière. Wang, confiant mais provocateur, enregistre la scène pour s'amuser, agaçant Stone, qui lui donne la pièce et lui ordonne de partir. Avant de s'en aller, Wang nargue Stone pour avoir dû conclure une trêve avec lui. Stone appelle ensuite son allié Misha pour annuler la mission, expliquant que Cui est inconsciente après un accident. Soudain, la communication avec Misha s'interrompt, elle est inconsciente sur un toit, attaquée par un individu. Au chantier, Luo, qui avait cessé de surveiller les images, pensant Wang incapable de vaincre Stone et Cui, voit son dernier assassin, Chu, se diriger vers l'escalier. Chu explique que tous les assassins ont été vaincus, et il veut se joindre au combat. Paniqué, Luo pense que seul Xigu aurait pu passer Stone et Cui, mais son majordome confirme que c'était Wang, qui a conclu une trêve avec eux. Le majordome conseille à Luo d'évacuer, jugeant son plan pour attirer Xigu trop risqué, mais Luo refuse, ne voulant pas passer pour un lâche. Il propose à Chu de tripler son paiement pour continuer la mission, mais Chu, insulté, ordonne à sa marionnette de lancer une attaque d'énergie sur Luo. Le majordome bloque l'attaque, mais avertit Luo qu'il ne pourra pas le sauver une prochaine fois.